Ça y est, j'ai reçu le coucou. Alors, c'est parti. On est supposé être en direct maintenant. Nouvelle technologie ce soir. En fait, on réessaye la même technologie que la semaine passée en espérant que ce soir, ça va fonctionner. Mesdames et messieurs, bonsoir. Serge Beauchemin ici de chez Alias Entrepreneur. Puis je vous regarde là alors que c'est là que je devrais vous regarder. Tout mêlé. Content d'être avec vous autres à soir. Puis content aussi d'essayer cette technologie qui va nous permettre d'avoir une mise en scène, je dirais, une mise en image plus léché, comme on dit dans le domaine. Ce soir, je suis super content aussi d'avoir un invité particulier. Je dis particulier parce qu'évidemment, c'est une méga star, c'est une personnalité connue au Québec, au Canada. C'est un athlète professionnel, alors avec tout ce que ça exige d'être athlète professionnel, mais c'est aussi un être humain qui a vécu différentes difficultés puis qui a su s'en sortir. Puis à travers ça, je l'ai entendu souvent dans des reportages. Je disais d'ailleurs, il y a juste quelques secondes hors d'onde, il témoigne avec une belle transparence, une belle candeur. Fait qu'il y a quelque chose d'intéressant à aller chercher comme entrepreneur là-dedans. Puis vous allez voir, il y a même une leçon à tirer pour les entrepreneurs. Bref, Étienne va nous en apprendre beaucoup ce soir. Avant d'aller à Étienne et jaser, vous savez que je prends toujours quelques minutes là, pour faire nos petites annonces chez Alias. Et donnez-moi 2 secondes que je récupère mon fichier de petites annonces pour ne rien oublier. C'est mon genre d'oublier une couple de trucs, ça. J'en fais pas mal d'une journée. Alors, donc, évidemment, nos petites annonces, ça commence toujours par remercier nos commanditaires. Vous savez qu'on a, si on peut vous offrir du contenu chez Alias, c'est parce qu'on a une équipe. Hein? On a des gens, il y a Tony, il y a Marianne, il y a des gens, il y a plein de monde, plein de pigistes et toutes sortes de personnes qui gravitent autour d'Alias, qui nous permettent de mettre ça en place, de vous offrir les plateformes technologiques, de vous offrir les contenus, les podcasts. Bref, pour vous offrir tout ça, ça prend du monde. Et pour avoir du monde, ça prend quelqu'un qui les paye. Alors, c'est une vraie business, cette affaire-là. Puis pour avoir des revenus, ben, il faut vendre des produits ou vendre de la commandite. Dans notre cas, on vend de la commandite à des commanditaires. Alors, si c'est possible d'avoir des beaux contenus gratuits, plein le site web, plein YouTube, plein podcast, plein aliasentrepreneur.com, c'est parce que la Banque nationale est avec nous autres depuis bientôt 4 ans. Bien, pas bientôt, depuis 4 ans. C'est notre 4e saison, en fait, qu'on commence avec eux comme commanditaire principal. Alors, un immense merci à la Banque nationale, la Banque des entrepreneurs au Québec. Et on vous invite à aller découvrir leurs offres, leurs services, leurs produits. Écoutez, c'est pas compliqué, c'est une banque. Hein, on ne va pas s'inventer les affaires, là. C'est une banque. Mais il reste que c'est une banque qui est très à l'écoute des entrepreneurs et a été une des premières, sinon la première, la plus active, la plus proactive quand les prêts d'urgence ont été débloqués pour les entrepreneurs. Ça prenait 24 heures à la Banque nationale pour recevoir votre prêt et d'être accepté, puis de recevoir l'argent, je pense que c'est dans les quelques jours qui suivaient. Bref, c'était la banque la plus active au Canada pour faire ça. Alors, je vous encourage à encourager nos commanditaires comme la Banque nationale. Du même coup, je vous remercie également au nom de Agendrix. Agendrix, c'est une entreprise bien de chez nous, de la région de l'Estrie. Agendrix a développé des solutions pour la gestion d'horaires de travail des employés. Vous savez, les PME, souvent, ça se fait sur Excel, ça se fait sur un bout de papier, ça se fait au téléphone. À 7 heures, j'ai changé ton horaire demain ou « Hey, boss, je ne peux pas rentrer dimanche ». Bref, c'est compliqué la gestion d'horaire de travail, surtout quand on a des petites équipes de 8, 10, 15 personnes et on n'a pas d'outils pour faire ça. Agendrix a développé une solution pour ça, facile, simple, pas compliqué. Ça marche sur mobile, ça marche sur PC, ça marche sur Mac et tout le monde communique via la technologie pour parler de partager les horaires de travail. Bref, super solution, c'est fait ici, Agendrix, allez voir ça. Notre autre commanditaire, Planet Hoster. Planet Hoster, c'est un hébergeur de site web, donc principalement, l'offre de service de Planet Hoster, c'est de prendre votre site web, de l'héberger et de le rendre disponible à la communauté internationale. Hein, parce que vous savez, si vous êtes sur le web, vous êtes partout sur la planète. Mais Planet Hoster, c'est une entreprise de chez nous qui fait ça pour les Québécois, par les Québécois. Super bien fait, belle offre de service. Allez voir Planet Hoster. Un gros merci à ces 3 entreprises de supporter les initiatives d'Alias Entrepreneurs.
Cette semaine, en fait, dimanche passé, je pense, non pas dimanche passé, vendredi passé ou jeudi passé, vous irez voir, le 5 février. J'ai fait un post parce qu'il y a quelque chose qui me dérangeait sur Alias, c'est qu'on a 64 000 followers. Et je sais bien que les followers d'Alias, ce pas des gens qui veulent juste voir mes lunettes puis ma casquette, c'est surtout du monde qui veulent m'entendre parler de business. La quantité phénoménale de commentaires qu'on reçoit toutes les semaines sur votre appréciation de notre travail puis de nos contenus fait que je trouvais ça bizarre que je pose des vidéos puis on a 25 likes, 30 likes. Je dis, voyons, Colin, 64 000 personnes, je ne peux pas croire, il y a juste 30 personnes qui ont aimé ça, tu sais. Puis pourtant, on reçoit plein de commentaires. Alors, j'ai fait un test, j'ai écrit, si tu vois ce post-là, fais juste faire un like pour que je puisse voir combien d'entre vous voient effectivement le post. Évidemment, j'ai toutes sortes de commentaires qui disent, ah, ben, tu sais, c'est truqué parce que plus il y a de likes, plus Facebook va le montrer. Puis c'est pas grave, je vous laisse quand même savoir ça. Ben, j'ai appris des choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que tu as le gros max pour un post normal. Dans ce cas-là, qui n'était pas tout à fait normal, je demandais aux gens de venir faire des likes, on s'entend. J'ai eu 6 de réponses. Ça veut dire que sur 64 000, j'ai eu à peu près 4 000 personnes qui ont fait des likes. Ça veut dire que Facebook, là, même si tu as bien du fun dans tes posts puis tu te laisses aller, tu n'auras pas 75 des gens qui te suivent qui vont voir ton post. Il y a des gens qui m'ont dit, oui, si tu en as 500-600, il y a plus de pourcentage de gens qui vont le voir. Mais plus tu as un grand nombre de followers, plus ce pourcentage-là est bas. Mais c'est important de comprendre que je demandais aux gens de faire des likes et du coup, j'ai compris que plus il y a de likes, plus il y a de gens qui voient. Parce que j'avais plein de commentaires de gens qui disaient, hey, ça fait 1 an, 2 ans, je ne t'ai pas vu. C'est plate, je te suis, je te voyais plus, je pensais que tu postais plus, je suis content de te retrouver. Puis là, ben ça, c'est arrivé parce qu'il y a plein de monde qui ont fait des likes, puis Facebook a dit, hey, on va le diffuser davantage. Donc, plus il y a de likes, plus il diffuse, plus il y a de likes. Tu comprends l'affaire? Alors, à soir, je vais te demander de nous aider. Vous êtes 250, 300, 350. Allez tout de suite, là, pendant que je vous parle, allez faire un petit commentaire. Oh my God, j'ai tellement hâte de voir Étienne Boulay. Oh my God, c'est tellement hâte le contenu sur Alias. Dites quelque chose de gentil, n'importe quoi, mais dites quelque chose, puis faites un like. Pourquoi je vous demande de faire ça? Ça ne vous coûte rien. Mais quand vous faites ça, il y a un plus grand pourcentage des 64 000 personnes qui ont envie de voir mon contenu, qui vont le voir dans leur fil. Et ça, ben, c'est pour ça qu'on fait ça, ces contenus-là. C'est pour être vu, c'est pour que notre audience puisse goûter à notre contenu, en prendre connaissance. Et puis, évidemment, pour nous autres à l'interne, c'est drôlement motivant quand il y a beaucoup de gens qui consomment nos contenus puis qui nous disent que c'est bon, puis c'est le fun, puis continuez, puis lâchez pas. On est des êtres humains, on a besoin de ça aussi. Alors, prenez 2 petites secondes, faites juste écrire « Oh my God, j'ai tellement hâte de jaser avec Étienne à soir, d'entendre son histoire. Serge, t'es trop hot, t'es trop fin. Anthony, t'es le meilleur. Marianne, t'es la plus belle. » Ça, c'est les autres gens qui travaillent dans Alias. N'importe quoi de gentil, s'il vous plaît. Les affaires pas gentilles, pas besoin de les entendre. Mais si vous avez vraiment besoin de l'écrire, écrivez-le aussi, les affaires pas gentilles. On va les effacer plus tard. C'est une blague. Alors, donc, faites ça, s'il vous plaît. Ça va nous aider. Ça va nous aider à faire voir le contenu. Puis essayez de prendre l'habitude de le faire régulièrement. C'est niaiseux, là, mais c'est pas moi qui fais les règles chez Facebook. C'est Facebook. Puis c'est pas un peu ces règles-là parce qu'en fait, quand les gens s'abonnent à une page, c'est bien parce qu'on veut voir le contenu, Boswell. Puis ben, Facebook, il décide qui va le voir, puis quand il va le voir, puis combien de fois il va le voir. Ça m'énerve. Ceci étant dit, si vous faites des likes, des commentaires, vous augmentez les chances de voir les contenus que Alias publie. J'ai dit d'autres choses. Identifier le contenu, je n'ai déjà fait. Écoutez, puis vous pouvez en profiter pour aller regarder d'autres contenus qu'on a publiés parce qu'il y a des gens que ça fait des mois qui n'avaient pas vu les contenus d'Alias. Je peux vous dire qu'on en a publié. On publie à peu près 3 vidéos par semaine sur la page d'Alias. 3 vidéos par semaine. Si vous avez manqué 10-12 semaines, ça fait pas mal de contenu. Alors, écoutez, sans plus tarder, je vous présente mon invité ce soir. Bien, vous le connaissez déjà. Il était joueur de football professionnel. Quand je parlais de lui cette semaine dans les invitations, j'ai dit dans la NFL. Il va rire, évidemment. Je connais rien au football. Je pourrais prendre 1 heure à jaser, à apprendre le football. Il était animateur à télé dans des émissions évidemment à caractère physique, une émission d'ailleurs avec qui va nous parler tantôt. C'est là qu'on s'est rencontrés récemment, il y a peut-être 2 ans, alors que je faisais aussi une émission de télé, puis on était dans les mêmes soirées de lancement. Un chic type, vraiment, je l'aime beaucoup. Il est aujourd'hui entrepreneur. Il va nous parler aussi de son histoire entrepreneuriale, comment il est arrivé cette idée-là, comment il a mis ça en marché, pourquoi il a mis ça en marché, c'est quoi le why derrière ce projet-là. C'est un parcours, je disais tantôt, d'embûche. Il ne se l'est pas toujours donné facile. Puis il va nous en parler, puis il va nous parler aussi de toute l'attitude, de ce que ça lui a pris, de ce que ça nécessite pour réussir comme athlète professionnel, réussir aussi à s'en sortir quand la vie, on se la rend moins facile, puis réussir aussi
partir une business, c'est pas facile, surtout quand tu n'es pas né entrepreneur dans la dimension, tu n'as pas étudié en entrepreneuriat, rien. Là, puis tu pars une patente complexe, là, on va se le dire. Il fabrique du produit alimentaire qui est distribué partout au Québec. Alors, c'est quand même une belle histoire. Puis moi, ce que je retiens surtout de ce gars-là, c'est 2 mots. Puis ça va bien avec son sport. C'est résilience, hein, rebondir. C'est un gars qui est capable de rebondir pour tomber sur ses 2 pattes. C'est un batailleur, c'est un fonceur, c'est un gars qui, moi je le suis sur ses médias sociaux, je le trouve super trippant avec sa fille, entre autres, avec comment il vit sa vie, comment les valeurs il partage. Bref, c'est un chic type. Étienne, si ton micro est allumé, all right, s'il n'est pas allumé, allume-le, viens me rejoindre. Ça me fait un grand plaisir qu'on jase ensemble ce soir. Je suis là. Merci Serge pour la belle intro. Je ne passerai plus dans le cadre de porte là, en me retournant tantôt. Là. Ben écoute, c'est bien mérité. Sois assuré que je le pense vraiment. Moi, je suis ta carrière. Je t'ai découvert en fait une soirée que j'écoutais Tout le monde en parle, puis tu es arrivé là présenter tes succès, puis je t'ai trouvé bien trippant comme gars, puis le fun, tu sais, dans le sens pas au-dessus de ses affaires, un vrai gars, un chum que j'aurais aimé avoir, puis que j'aurais aimé côtoyer, puis depuis ce temps-là, ben, je me suis toujours, à chaque fois que j'entendais ton nom, j'étais toujours pas bien loin de checker ce que tu faisais de ta vie, puis les projets qui t'animaient. Alors, je suis bien content que tu aies accepté d'être avec nous ce soir. Ben, merci de l'invitation. Merci pour les bons mots. Parle-moi de comment on devient joueur de football professionnel, parce que ça, c'est quand même pas donné à tout le monde d'atteindre le niveau que tu as atteint puis de jouer à ce niveau-là. Qu'est-ce que ça prend comme attitude pour avoir une carrière dans le football professionnel? Ben, tu sais, moi, je pense que ça a été une combinaison de trucs dans mon cas, incluant un petit brin de folie. Tu sais, moi, j'ai grandi dans le coin d'Annecy, Montréal-Nord. J'ai commencé à jouer au foot, je mesurais 4 pieds 11. Je pesais 88 livres. Fait qu'il n'y a rien qui me laissait présager que j'allais avoir une carrière, mais ça a vraiment été une passion. Pour moi, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire, le travail d'équipe, le fait d'avoir une équipe où tu as 11 joueurs au football américain, 12 au football canadien. Dans la même unité, tu as besoin de petits vites comme moi. Il y a un rôle pour moi, des joueurs un petit peu plus corpulents. Fait ultimement, c'est le sport d'équipe ultime, tu sais, où c'est pas le talent qui va faire la différence, mais c'est la chimie que tu développes. Puis bref, ça a été ultra formateur. Moi, j'ai un côté excessif qui m'a été très, très utile pour percer. Je me suis mis beaucoup de pression très jeune, moi, à performer. Puis ça m'a appris des valeurs inestimables que j'applique encore aujourd'hui. Entre autres, mon besoin de préparation. Tu sais, moi, ma confiance en moi, je le dis souvent, mais ma confiance en moi dans la vie, elle vient du fait que je suis préparé. Tu sais, si je sais que j'ai tout fait ce que je contrôle pour être prêt pour un événement, un test, un match de foot, un rendez-vous, une conférence, bien là, je déborde de confiance. Puis à l'inverse, si j'ai l'impression que j'ai tourné coin rond un peu, je me sens moins confiant. Fait que moi, dans ma tête, je devais travailler plus fort que tout le monde pour me donner une chance de percer au foot. Fait que, tu sais, l'éthique de travail, l'acharnement, l'entêtement, tout ça, c'est des choses que j'ai appris avec mon parcours au foot. C'est-tu des choses que tu avais naturelles chez toi, Étienne, dans le sens que c'est déjà dans ton caractère naturel, cette façon d'aborder les projets, les défis, ou c'est quelque chose que le sport professionnel t'a enseigné? Probablement un peu des deux. Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui a... je sais pas, j'ai un besoin de foncer, j'ai un besoin de performer, j'ai un besoin aussi à un certain niveau de la tape dans le dos. Tu parlais il y a quelques instants des likes, on le fait pour donner, mais on le fait pour recevoir un petit peu aussi. Puis moi, c'était à partir du moment où on me dit que c'est un peu trop fou puis que c'est farfelu, puis là, on dirait que ça réveille quelque chose en moi, peut-être un petit trouble d'opposition à quelque part, mais à partir du moment où j'ai une idée en tête, j'ai une passion, puis que j'y crois, bien ensuite de ça, ça se transforme de rêve à objectif. Puis c'est là que ça devient concret. Puis quand tu transformes quelque chose qui part d'un rêve et qui devient un objectif, bien là, tu détermines un plan de match pour y arriver. Tu découles certains sous-objectifs qui vont être en lien avec ton objectif final. Puis c'est ça qui est arrivé avec le foot. Puis c'est cette technique-là que j'applique dans le reste aussi. T'sais. Pour un joueur professionnel, on a toujours l'impression, quand on les regarde de l'extérieur, que la discipline, c'est un des éléments clés du succès, dans le sens que la discipline à l'entraînement, la discipline de vie, la discipline dans la pratique de son sport aussi. T'as-tu le feeling que, encore une fois, que la discipline, c'est un élément qui était naturel chez toi, mais et où est-ce que cette discipline-là s'est développée à travers la pratique de ton sport et qui aujourd'hui, c'est un mode de vie pour toi? Est-ce que ça te dit quelque chose, tout ça? Oui, bien, en fait, moi,
ma mère est une ancienne prof, tu sais, fait qu'elle, elle était très, très rigoureuse avec les devoirs, avec les leçons. Mon père, à l'époque, était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, puis quand c'était le temps, qui nous discipline, tu sais, puis il était by the book, puis il était intègre, droit. Fait que ça, on l'avait déjà à la base à la maison, mais le foot, le petit côté militaire du foot, m'a amené à un autre niveau, à ce niveau-là. Puis j'ai été bien chanceux parce que rapidement, je suis tombé sur des entraîneurs qui étaient des pédagogues qui nous enseignaient pas juste le foot, mais vraiment comment se comporter, puis comment, tu sais, la parole est importante. Si on te dit, garde, tu cours, puis tu vas toucher la ligne blanche avec ton doigt, ben tu passes pas à côté, tu le fais comme il faut, tu sais. Fait que au fur et à mesure de commencer avec une certaine base, ça, je pense que je l'avais, puis ensuite de développer le côté un petit peu plus rigoureux là, par la suite. Dis-moi, Étienne, tu as parlé souvent sur différentes tribunes de la santé mentale. Alors, sans aborder tout ça en détail, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi, pour que tu aies envie de nous partager ça? Comment ça s'est passé dans ta vie? Là? Je sais qu'il t'est arrivé quelque chose, mais j'aimerais ça plutôt que tu nous en parles, là, comme je n'étais pas au courant. Parfait. Ben, tu sais, moi, le côté excessif qui m'a tant aidé à percer pro, m'a aussi, aussi contribué à m'autodétruire pendant un certain moment. Il faut comprendre que moi, dans la vie, je n'ai pas de dimmer. C'est on ou c'est off. Fait que quand c'était le foot, ben j'étais 100% là-dedans. Puis évidemment, quand c'était le temps de faire le party, tu me vois venir, ben j'étais sur le party pas à peu près aussi. Fait que en transition de carrière, après le foot, j'ai pris ma retraite du foot en 2013. J'ai vraiment sombré dans l'alcool, dans la consommation de drogue aussi. Puis ça m'a mené vraiment loin dans une grande détresse psychologique. Sur une période de 6 ans, j'ai enligné les thérapies. J'ai essayé de me sauver la peau. J'ai essayé d'aller chercher de l'aide, des fois maladroitement. Des fois, je me refermais. Puis ultimement, c'est en janvier 2017 que j'ai pris la décision moi-même d'essayer de régler ça une fois pour toutes puis de me donner la meilleure chance. Puis je ressentais, moi, le besoin de le partager. Parce que je me trouvais hypocrite. Tu sais, je sais que j'avais une belle réputation. J'animais un show à Vrac avec Patrice Bélanger qui s'appelait Les Testeurs. J'étais un ancien athlète professionnel. Fait que, ultimement, j'étais supposé être un exemple de santé puis un modèle pour les jeunes. Puis je me sentais tout sauf ça. Fait que ça me rongeait. Je me suis dit, en le disant haut et fort, je me donne plus aucune porte de sortie. Je dois m'assumer. Puis ensuite de ça, aller chercher l'aide puis les outils dont j'ai besoin pour aller mieux. Puis j'ai eu vraiment peur que ça soit un suicide professionnel, que les gens se dissocient de moi, qu'ils n'aient plus confiance. Puis au contraire, les gens l'ont, je pense, bien reçu. Puis, fait que, où je veux en venir, c'est que j'ai essayé, en quelque sorte, d'utiliser une vulnérabilité puis de virer ça en un avantage, une force. Je suis connu, j'avais honte de ça, mais tabarouette, je vais m'assurer de le dire haut et fort, puis ça va me protéger pour la suite des choses. Puis c'est un peu ça que je trouve très remarquable chez toi, puis pourquoi je voulais qu'on en parle, c'est que moi, cette vulnérabilité à laquelle tu fais référence, moi, je la vois plutôt comme une grande qualité d'humilité, puis d'honnêteté, puis de transparence, puis on a un mot maintenant là, qui s'appelle authenticité, là, qu'on entend de plus en plus, et je pense que c'est cette valeur-là, Étienne, qui a été le porteur du changement chez toi, puis l'acceptation de tout ça dans la communauté. Tu sais, je pense qu'on a soif d'authenticité au Québec, mais aussi partout dans le monde, de plus en plus dans un monde où on a l'impression que tout est fake. Mais quand quelqu'un sort puis il dit, sais-tu quoi, je suis juste un être humain comme les autres, comme toi qui m'écoute, qui me regarde, voici ce que j'ai traversé, voici comment je m'en sors. Du coup, on a comme le feeling que cette authenticité-là connecte. Est-ce que tu résonnes un peu à cette vision-là? Ben oui, 100%. Puis, tu sais, c'est drôle, hein, parce que j'asais de ça récemment avec un ami. Puis, tu sais, on parlait des réseaux sociaux à l'ère des filtres, puis des photos modifiées, puis de tout ça, puis des jeunes qui essaient puis des entreprises qui essaient de se battre pour un petit peu de visibilité sur une plateforme où là, à cette heure, c'est rendu une mer d'informations. Le meilleur moyen de se distinguer, c'est juste d'être soi-même et d'arrêter d'essayer si fort, tu sais. Fait que, à partir du moment où je me suis assumé, puis le mot que tu as dit il n'y a pas longtemps qui résonne le plus avec moi, c'est humilité. Tu sais, puis il faut que je la travaille, mon humilité. Tu sais, comme tout le monde, des fois, je trouve que je l'ai l'affaire, tu sais, puis je me trouve hot. Puis là, tu sais, il y a l'ego, puis il faut que je me ramène. Puis l'humilité, ce que ça fait dans la vie, c'est que ultimement, ça te permet de te regarder de façon neutre, puis de déterminer dans quoi je suis bon, puis dans quoi je suis moyen.
ou dans quoi je suis pas bon. Au lieu de te vendre l'idée que tu es capable de faire quelque chose. Puis là, après ça, ben, tu es capable, en tout cas dans mon cas, je suis capable d'aller jouer sur le terrain de jeu sur lequel j'excelle, puis je suis bon, puis d'aller chercher de l'aide, des besoins, puis des sous-traitants pour quelque chose que je suis pas capable de faire. Fait que je dois cultiver mon humilité, puis ça, ultimement, c'est bon dans n'importe quelle sphère, que ce soit professionnellement ou personnellement. Puis tu vois, Étienne, c'est tellement le fun de la conversation qu'on a présentement parce qu'il y a des gens cette semaine qui me disent « Ah, Étienne Boulay, c'est pas un joueur de football, pourquoi tu l'invites à Alias? » Puis les gens n'étaient pas au courant que tu faisais aussi de la business. Puis je disais « Ah, mais il y a tellement de parallèles à faire entre justement le sport professionnel puis les affaires. Puis regarde ce qu'on vient de dire, là, on aurait pu mettre business, entrepreneur, puis le même discours marche. Tu sais, c'est exactement les mêmes valeurs. Ce besoin d'être humble, d'être vrai, d'être authentique, c'est ça qui inspire les gens à se joindre à toi dans un projet. C'est ça qui inspire tes clients à te donner un coup de main ou à te donner une première chance. C'est ça qui va inspirer ou donner un coup de main ou à tes banquiers d'offrir un crédit plus facile. Bref, cette vérité dans l'acte, dans la volonté, dans le projet, c'est incroyablement porteur. Ben, merci. La raison pour laquelle, tu sais, moi, l'entrepreneuriat, c'est récent. Pour moi, c'est tout nouveau. Mais justement, parce que je comprends de plus en plus qu'il y a des parallèles entre ce que j'ai vécu dans le sport, ce que j'ai vécu avec mes déboires et avec mon processus de rétablissement, à quel point ça s'applique. Puis le travail d'équipe aussi, tu sais, en affaires, on s'entend. Fait que c'est ça qui me donne la confiance d'aller de l'avant, tu sais. Fait qu'il y a quand même un beau pont à faire entre les deux. Dis-moi, Étienne, tu es comme tout le monde, là, tu vois la pandémie qui frappe et tout ça. D'abord, sur le plan personnel, on est dans le personnel. Comment tu vas, toi? Comment tu vis ça, toi, cette pandémie-là, actuellement, là, depuis 8-9 mois? Je vais très bien. Tu sais, moi, je vais super bien. Quand j'analyse et je regarde autour de moi, je suis en santé. Ma gang est en santé. Je manque pas de projet. Tu sais, j'ai la chance comme je fais de la radio tous les matins, de sortir de la maison puis d'aller côtoyer à travers des plexiglas d'autres gens. Tu sais, fait que je suis vraiment privilégié dans le contexte actuel. Puis malgré ça, il y a des jours où j'en arrache. Tu sais, parce que c'est stressant. Il y a une espèce de feeling de perte de contrôle, de perte de repère qui est déstabilisant, même si ça va bien. Je me considère comme quelqu'un qui est outillé pour affronter des épreuves comme ça parce que j'applique ce qu'on m'a enseigné en thérapie puis ce que j'ai appliqué depuis 4 ans et plus. Puis même à ça, je rush. Fait que c'est normal, s'il y en a qui nous écoutent présentement, qui filent moyen, tout est déstabilisant autour de nous présentement. Ce que je fais, par exemple, c'est que je le garde pas pour moi. Tu sais, les jours où j'ai un petit peu plus de difficultés, je vais le partager à ma blonde, je vais le partager à de la famille, à des amis proches. Fait que j'ai une belle équipe autour de moi, pas pour faire des jeux de mots de sport toute la soirée, mais tu sais, j'ai joué un sport d'équipe toute ma carrière où j'avais des forces, puis j'avais plein de coéquipiers qui nous aidaient à avancer. Puis dans ma vie personnelle, j'ai décidé d'appliquer une formule qui est similaire. Tu sais. Ben, puis je trouve, encore une fois, je trouve ça le fun, le parallèle, parce que tu parles de sport d'équipe, puis tu ne veux pas faire de jeu de mots, mais c'est un peu ça aussi. Tu sais. Moi, je t'avoue que de l'extérieur, les gens ont toujours l'impression que, parce que tu as du succès ou parce que tu as de l'argent, parce que des fois, le succès et l'argent, ça ne va pas toujours ensemble, mais mettons que parce que tu as les deux, ben, tu es au-dessus de tout, puis toi, ça va toujours bien, puis tu as la belle maison, puis la belle vie, puis tu t'es comme intouchable. Ben, c'est tellement faux, ça, c'est tellement une perception, justement, une perception de l'extérieur, parce que la réalité, un humain, ça dort toutes les nuits, ça se lève tous les matins, ça déjeune, ça a des amis, des amours, des enfants, des relations, et bref, ben, cette dynamique-là, elle varie aussi. Tu sais, moi, là, comme toi, Étienne, j'ai des journées que j'en parlais d'ailleurs avec ma chérie tantôt. C'est comme. Moi, je suis une bébite sociale dans la vie. Tu sais, je suis un gars qui carbure aux relations. Je suis un gars qui aime le monde, qui aime être dans le monde. Un de mes bonheurs, moi, quand je travaille, c'est de m'arrêter quelque part un après-midi sur un petit café sur une terrasse, là, commander un bon cappuccino crémeux, là, puis regarder le monde passer, puis lire mes courriels en regardant les gens marcher, sourire, jaser, être dans la foule, je suis bien, tu sais. Fait que imagine comment ça confiné chez nous depuis 9 mois, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis les meetings Zoom, puis les meetings, tu sais, vidéo, bon, c'est correct, mais c'est vraiment, on est dans le, tu sais, on punch in, on punch out, on parle de ce qu'on a besoin de parler, puis c'est réglé. Il y a comme plus le « Hey, comment ça va à la maison? » Tu sais, comment tu vas? Puis tout l'extra qui tisse une équipe encore plus, tu sais, nous autres, là, dans le sport, là, dans le temps que je jouais, là, puis là, je suis rendu que je raconte des vieilles histoires, mais tu sais,
Oh, là, dans le temps que je faisais du football. Là, que je frappais fort et que j'étais musclé. Mais non, tu sais, les matchs sur la route, tout le processus de voyager en équipe, d'arriver à l'hôtel, tu sais, t'apprends pas mal plus sur ton coéquipier dans les moments où t'es pas sur le terrain. Oui. Fait que c'est touché. Mais tu sais, ultimement, on contrôle pas grand-chose là-dedans. Tu sais, puis moi, ce que je dois faire, probablement plusieurs fois par jour, c'est me regrounder puis me dire, OK, là, j'ai bien beau chialer contre les mesures parce que là, je suis frustré. J'ai bien beau chialer parce que là, je peux plus aller super au resto. Je peux plus aller whatever. Qu'est-ce que je contrôle là-dedans? Ah, rien. Mais m'aller voir sur l'autre terrain de jeu ici, sur quoi j'ai de la pogne, puis je vais aller mettre mon énergie là. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire. Puis ça varie, ça, d'une journée à l'autre. Fait que moi, je me drille tout le temps. Fait que j'ai un hamster qui spinne pas mal, mais ouais, ultimement, c'est d'être capable de travailler fort, mais de travailler intelligemment aux bons endroits. Étienne, tu es un gars discipliné, on en a parlé tantôt. Moi, je dis souvent, les 3 piliers de la santé, c'est l'alimentation, ça va de soi, c'est l'exercice physique et c'est le sommeil. Est-ce qu'il manque quelque chose dans cette équation ou selon toi, c'est les gens qui sont capables de bien traiter ou bien prendre soin de ces 3 piliers-là sont des gens qui sont capables de maintenir une bonne hygiène de vie? Mais je pense qu'ils se donnent une chance en tabarouette. Puis, tu sais, moi, l'alimentation, je vais te le découler en 2. En fait, moi, j'ai un checklist de 4 trucs, 4 questions que je me pose quand je commence à moins filer. Mettons une journée où je sens que mon énergie est basse, je me sens négatif ou je me sens, peu importe, mal de tête. Je me pose la question, comment était mon sommeil hier soir, tu sais, ou les derniers jours? Puis là, bon, là, tu as déjà une partie de la réponse. Est-ce que j'ai bu de l'eau aujourd'hui? C'est niaiseux, là. On le sait, là. Tout le monde le sait qui nous écoute. Tu es supposé boire entre 2 et 3 litres d'eau par jour. L'as-tu fait aujourd'hui? Il y a des bonnes chances que la réponse soit non. C'est si simple, puis on le fait pas. Une journée, tu es capable, puis là, le lendemain, tu oublies. Fait est-ce que je dors bien? Est-ce que j'ai un sommeil récupérateur? Est-ce que je bois de l'eau? À quoi ressemble mon alimentation? Fait que, tu sais, est-ce que je me nourris bien? J'ai des fruits, des légumes, tu sais, peu importe ce que tu as comme discipline alimentaire. Puis j'ai-tu pris de l'air aujourd'hui ou fait de l'exercice? Je me mets dans la même catégorie. Fait il y a des bonnes chances que si tu es capable de faire un petit crochet à côté de ces 4 questions-là pendant quelques jours, que tu vas aller mieux. Maintenant, il y a des gens qui ont des conditions supplémentaires qui requièrent peut-être d'autres sortes de traitements, mais moi, c'est vraiment avant de me dire « Hey, va prendre une Tylenol. Hey, je vais essayer de trouver une solution. » Des fois, on oublie qu'il faut prendre soin de nos fondations puis de la base. Étienne, tu es aussi un homme de famille. Parle-nous un peu justement de ton concept familial. Comment ça se passe chez vous? Je sais que ta femme aussi. Alors, comment tu organises ta vie familiale là, dans une période comme on vit là, où les enfants, ils sont à la maison, ils sont plus à la maison, il n'y a pas de gardienne, il y a une gardienne, on travaille de la maison, on se promène. Comment tu organises ta vie personnelle là, dans la pandémie? Là? Écoute, ça a été tout un défi. Puis celui, je t'avoue, on a... Maïka puis moi, on fait vraiment une belle équipe. Mais tu sais, ça a été challengeant parce que moi, avec le travail, avec les conférences avant le mois de mars, j'étais beaucoup sur la route. Tu sais, fait qu'on se croisait à la maison. On est vraiment des partenaires de famille. Puis du jour au lendemain, paf, là, je suis rendu à la maison 24/7. Tu sais, puis Maïka et moi, on a une approche différente. Maïka est plus freestyle, est plus relax, smooth, elle a moins de routine. Puis moi, pour être productif, j'ai besoin d'une routine. Fait que c'est comme si tu avais le drill sergeant là, de l'armée là, qui avait débarqué à la maison. Fait que pour eux autres, pour ma gang, ça a été bien, bien déstabilisant. Mais ça a été un bel apprentissage. Puis je t'avoue que, tu sais, il y a des soirs où je me couche puis je me dis, hey boy, tu sais, on a-tu réussi notre journée? Tu sais, ça a-tu bien fonctionné? Les enfants, c'est déstabilisant à apprendre à travers un Zoom à l'école, espérer qu'ils prennent pas trop de retard. Mais ultimement, je pense quand même qu'on fait un travail pas pire. On en a 3, nous autres. On a une famille recomposée. Fait j'ai un beau-fils de 12 ans qu'on a à temps plein. J'ai une petite fille de 6 ans qui a mon énergie et qui veut pas jouer tout seul. Puis on a un bébé d'1 an et demi. Fait que 3 enfants de 3 âges différents qui requièrent 3 types d'attention différents. Ouais. C'est un beau challenge, mais je l'aurais pas pris différemment. Il y en a qui ont vécu le confinement un petit peu plus isolé. C'est sûr que des fois, là, quand
suis pas capable d'avoir 2 minutes pour prendre ma douche pendant le confinement que je me dis, me semble, mais ultimement, je pense vraiment que je changerais rien. Mais ça a été un défi puis ça continue de l'être. Étienne, tu as eu l'idée, à un moment donné, de partir une business. Puis là, est-ce que, moi, je suis curieux de savoir, est-ce que tu as eu l'idée d'avoir une business avant d'avoir trouvé l'idée de business ou tu as trouvé une idée de business et tu as dit, il faut que je parte ça? En fait, Serge, je pense que je pense en termes de business depuis avant que je le réalise. Quand je jouais au foot, après ça, dans l'après-carrière, j'ai réalisé que, tu sais, surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux, on peut tous devenir un brand. Tu sais, une compagnie ou un humain. À l'ère des réseaux sociaux, ça nous permet même de devenir notre propre diffuseur. Tu sais, puis c'est là que ça devient intéressant. Puis c'est ça que tu fais avec ton émission, là, présentement. Ouais. Tu sais. Fait que tu peux intégrer de la publicité, tu le gères comme tu veux. Puis plus ça allait, plus je me suis dit, c'est un peu vers ça. Je ne sais pas trop où je me dirige, mais je sais que j'ai envie d'être maître chez moi. J'ai du contenu qui m'appartient, que je peux garder pour moi, que je peux partager, que je peux faire ce que je veux avec. Fait que j'ai commencé à penser comme ça. J'avais des agents. J'ai quitté le monde des agences traditionnelles pour m'engager d'abord une première employée à temps plein. Parce que je me disais, je baigne dans le sport professionnel, je baigne dans les médias, je baigne un petit peu dans l'entrepreneuriat, je baigne dans les conférences. Fait que pour rassembler toutes ces sphères-là, j'ai engagé quelqu'un qui est salarié, puis je me disais, stratégiquement, cette personne-là va être pas mal mieux équipée pour me conseiller, une espèce de directrice générale de mon brand, au lieu d'y aller avec l'incitatif d'un cachet, d'un 15 %, d'un 20 %, peu importe. Je me dis, ça va faciliter le processus décisionnel, puis je vais pouvoir m'assurer de me diriger vraiment où j'ai envie de me diriger, puis pas y aller pour le cash. Oui, puis avoir tout le contrôle aussi. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Elle ne travaille que pour toi, elle ne travaille pas pour un paquet d'autres monde en même temps. Le 100 % de ton temps, tu le consacres à ton brand à toi. Là. Exactement. Fait qu'on est là-dedans, puis on a engagé quelqu'un d'autre tout récemment aussi. Puis ensuite de ça, il y a des tu sais, à travers les réseaux sociaux, il y avait certaines intégrations commerciales qu'on faisait de temps en temps, que je continue à faire parce qu'il y a des partenaires de longue date là-dedans que j'apprécie beaucoup. Puis ce qui s'est passé, au mois de janvier 2020, j'ai reçu un coup de fil d'un gars qui s'appelle Jonathan Robin de la station Agrobiotech à Saint-Hyacinthe, un gars que je connaissais depuis plusieurs années, Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot qui est en finance maintenant, nous avait présenté. Puis... Attends. Éric Lapointe, l'ancien joueur de foot qui n'est pas devenu chanteur, lui? Non, c'est un autre, ça. C'est pas le même Éric Lapointe. Puis bref, on nous avait mis en contact, puis Joe m'appelle, puis on commence à jaser, lui, dans l'agroalimentaire. Il y a une distillerie, il y a le Bilboquet à Saint-Hyacinthe, il y a les spiritueux, puis les prêts-à-boire norrois, alcoolisés. Puis là, on jase. Puis finalement, on se dit, il y aurait peut-être quelque chose à faire ensemble au niveau du sans-alcool. On a commencé à penser à ça, puis pouf, on a cofondé ensemble Atypique, les breuvages atypiques, qui sont des prêts-à-boire sans alcool, selon ce qu'on avait imaginé, puis ce qu'on avait analysé. On trouvait que c'était très, très dans l'air du temps, la sobriété. De plus en plus de gens souhaitent diminuer leur consommation d'alcool, qu'il y ait des enjeux de dépendance ou pas, que ce soit par souci d'être en santé, par souci d'être plus performant, puis de pouvoir prendre un petit verre le mardi soir sans être poqué le mercredi matin. Puis c'était très, très cohérent avec ma démarche à moi. Fait qu'on a créé un produit dont on est bien fiers. Au départ, ça c'est drôle, ça a été un beau processus aussi. Tu sais, pour moi, il y a une espèce de courbe d'apprentissage de un, en entrepreneuriat, puis de deux, dans le domaine agroalimentaire. Je veux dire, moi, je pars de from scratch. Puis bref, on en est vraiment fiers. On a créé un brand qui, je pense, fait en sorte que plusieurs personnes peuvent s'identifier. Puis surtout, le produit est de qualité. Tu sais, parce que c'était ça l'affaire. On savait qu'en sortant un produit, avec ma notoriété, avec le power de mes réseaux, on allait bénéficier d'un boom initial de visibilité. Maintenant, ce qu'on fait avec, c'est pas garanti. On voulait analyser, on va-tu avoir des repeat buyers, on va-tu avoir des gens qui ont essayé le produit, qui l'adoptent et qui le rachètent. On avait quelques façons de le mesurer. L'une d'elles, c'est qu'on offre le produit de deux façons. C'est la canette single serve ou le 4-pack en épicerie.
Puis là, vois-tu, depuis quelques semaines, là, on commence à voir, évidemment, le single serve était plus populaire au début, puis là, il commence à avoir une montée au niveau du 4-pack. C'est une bonne nouvelle. Mais l'idée est partie il y a 1 an, puis c'est ça. Écoute, 1 an plus tard, nous voilà, puis tout feu, tout flamme en mode expansion, puis on essaie de gérer la croissance correctement. Tu sais, c'est toujours ça l'enjeu, hein? Ben oui. En fait, le premier enjeu, tu sais, c'est... Et puis là, je parle là, comme si je fais de la business depuis des années. Je te dis mon analyse, c'est peut-être même pas le bon terme, Serge, que j'utilise, mais j'ai vu ça à 3 volets. Tu sais, tu as l'idéation, la création. Après ça, la production du produit, puis tu sais, tout mettre en marche. Puis après ça, ben, tu as tout le déploiement, tu sais, la distribution, puis tout le kit. Fait que là, on a réussi à passer ces 3 phases-là. Puis là, on est en mode croissance, puis on essaie de le faire de la bonne façon. T'sais. Écoute, c'est intéressant aussi parce qu'effectivement, tu avais des atouts en partant. Tu avais un brand personnel fort déjà. Alors ça, c'est clair que Jean Tremblay qui nous écoute à soir et qui dit hey, moi aussi, je vais partir ça. Ben, c'est pas aussi simple parce qu'il n'y aura peut-être pas de brand, Jean Tremblay, en partant. Il n'y a pas de crowd. Il y a pas... Alors, même s'il y a le même produit, la même qualité, tout ça, il y a quand même un bout qu'il faut se travailler d'avance que, heureusement, toi, tu avais déjà. Ceci étant dit, il y a quand même quelque chose d'intéressant dans la dimension où il y a, même si tu es connu, il faut que tu sois capable de faire le lien entre le personnage public puis le produit. Puis ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est que tu es parti avec un produit qui te ressemble quelque part. Tu sais, c'est un produit qui est sans alcool, tu es un gars qui ne boit plus d'alcool, qui est dans tes valeurs, dans ce qui tu incarnes comme être humain. Puis le produit est devenu une extension. Tu penses que c'est aussi une clé du succès d'un entrepreneur de faire un produit qui lui ressemble, un produit que lui-même consomme sur une base quotidienne? Ben 100%. Ben, en fait, c'est que je connais pas rien. J'ai jamais mis sur pied une autre sorte de produit, mais pour moi, ça passe par là parce que j'en parle avec passion, puis c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. Ça fait 4 ans, un petit peu plus que 4 ans là, que je suis sobre, puis des produits sans alcool, j'en ai essayé pas mal, puis à un moment donné, dans les prêts à boire, il n'y avait aucune offre. T'as le fameux Virgin Caesar, mais on va dire une affaire, quand tu as bu un verre de Clamato au complet, tu n'as pas tant le goût d'en reprendre un deuxième. Fait que, on a créé ça, mais oui, je voulais de plus en plus des produits qui me ressemblent, qui sont cohérents avec qui je suis, puis c'est... mettons qu'on parle volet stratégique aussi, j'ai 37 ans, je suis dans les médias depuis une couple d'années, par le foot, ensuite par les émissions, puis je me dis, veux pas, on a toute une date d'expiration à un moment donné. Puis que ce soit parce qu'un jour, je vais peut-être être bien fatigué puis je vais être tanné d'être à l'avant-plan. Puis te créer des produits dérivés qui vendent, mais ça crée un autre espèce de revenue stream où tu n'as pas besoin de toujours être le porte-étendard, le porte-drapeau de quelque chose. À un moment donné, ce que je souhaite, c'est que le brand dépasse mon nom puis qu'à un moment donné, les gens s'achètent du atypique puis fassent comme « Hey, savais-tu que c'était Étienne Boulay? » Ben ouais, non, je savais pas ça. C'est un petit peu ça qu'on travaille, puis je suis certain qu'on va y arriver. T'sais. Dis-moi, quelqu'un qui voudrait partir un produit comme ça va aussi avoir d'autres écueils, dans le sens d'autres challenges importants, comme tu as dit tantôt, l'idéation, la production, puis après la distribution. Le bout de distribution dans l'alimentaire, c'est quand même pas des portes faciles à ouvrir, ça. Comment tu t'y es pris, puis quel conseil ou quelle leçon on peut tirer de ton propre passage dans le domaine de la distribution alimentaire? Ben, tu sais, moi, là, Jonathan Robin et sa gang à la station Agrobiotech, eux autres, c'est les experts dans la production du produit. C'est pas vrai que moi, là, mettons, l'an dernier, janvier dernier, j'ai l'idée de partir une boisson sans alcool que je suis capable, dans mon sous-sol, d'aller me gosser ça. C'est impossible. Fait que Joe et sa gang sont vraiment chevronnés là-dedans. Puis en se parlant, ben, on a élaboré une stratégie pour la distribution. Puis on a parlé rapidement avec les gens de chez Sobeys, de IGA. Puis on a un partenariat d'exclusivité avec IGA qui sont extraordinaires. Selon moi, c'est la meilleure chaîne d'épicerie au Québec. Puis ils sont aussi, où c'est intéressant, c'est que Sobeys sont un petit peu partout, ou pas un petit peu partout, sont partout au Canada. Pas mal partout au Canada. Oui, c'est ça. Puis ils ont aussi des dépanneurs. Ils ont les dépanneurs voisins, les marchés tradition, marché Bonichois. Fait que pour nous, ça devenait bien intéressant où d'un côté, on va avoir à peu près 800 points de vente en faisant une exclusivité avec eux. Puis en faisant une exclusivité, bien évidemment,
si tu essaies de rentrer dans toutes les épiceries, il va y avoir des coûts associés à ça. Tu vas te battre aussi contre des géants. Ça peut devenir très, très coûteux. L'exclusivité devenait avantageuse aussi à ce niveau-là, mais ça a été surtout les premières rencontres qu'on a eues avec Sobeys, ça a été comme un mariage. Ça cliquait tellement le fit de valeur. Puis fait que pour moi, là, c'est la plus belle affaire qui peut pas arriver. Étienne, évidemment, tu es connu, mais tu n'es quand même pas connu de tout le monde massivement. Tu n'es pas Céline, entre guillemets. Alors, comment tu expliques le succès aussi du produit chez les gens qui te connaissent moins? Parce que ça se vend bien, ton affaire, là, puis ça se vend très bien. Mais il y a des gens qui ne savent pas que c'est le joueur de football qui est à l'arrière du produit. Donc, il y a quand même quelque chose que tu as réussi à faire avec soit ta marque, soit la catégorie de produits. Est-ce que tu es le seul dans le marché qui fait ce genre de produit sans alcool? Comment tu as réussi à nail it? Là? Comment tu es arrivé direct sur la switch, comme on dirait, là, sur Sweet Spot? Ça, je dois lancer les fleurs du côté de la gang de stations agrobiotech à Saint-Hyacinthe qui ont on a fait des tests de goût, mais ils ont des aromaticiens. Linda Grillon qui est là, qui fait toute qui planche sur plein de versions de prêt à boire. Mais ils ont créé un produit de qualité. Puis c'est ça la game. Il y en a, je ne sais pas si tu as déjà bu un vin sans alcool. Je veux dire, c'est pas ce qui ressemble le plus au vrai vin. Fait qu'on a établi un standard de qualité qui fait que c'est à s'y méprendre quand tu y goûtes. Puis à partir de là, ben là, il y a un engouement qui se crée qui va au-delà de juste Étienne qui fait une coupe de pause pour en parler puis qui fait du marketing web pour promouvoir le produit. Puis c'est un petit peu ça, je pense, la clé du succès. Puis en termes, quand je parlais tantôt des enjeux de gestion de croissance, c'est que les prochaines saveurs qu'on va sortir, ben ils peuvent pas être en bas de la qualité de ce qu'on a déjà sorti. Fait que il y a tout ça, mais c'est vraiment la gang de la station agrobiotech qui, de ce côté-là, on crée un produit de qualité. Et ce qui est le fun là, de notre conversation, là, tantôt, on a parlé d'Étienne, le joueur de football professionnel, les qualités qu'il avait besoin pour performer au football. Puis on s'est rendu compte que les gars, c'est les mêmes qualités qu'on voit dans sa vie en général. Puis là, on parle de business, puis on se dit, c'est pas tout Étienne, c'est l'équipe, c'est la gang à Saint-Hyacinthe. Et encore une fois, l'équipe, le monde qui était bon dans le sport tantôt, on voit ces qualités-là encore ici chez toi dans ton modèle d'affaires. On a parlé tantôt d'authenticité, de transparence, d'être vrai. Bon, on voit un produit qui te ressemble, qui est sans alcool, qui est un produit festif, qui est un produit cool, détendu, smooth. Ben encore là, un peu comme le personnage pas le personnage, la personne que tu es. Alors, il y a quand même des thématiques qui se répètent dans ton parcours, puis ces thématiques-là sont importantes. Penses-tu que c'est aussi les thématiques qu'on devrait cultiver chez tous les entrepreneurs pour avoir du succès? C'est une bonne question. En fait, je ne sais pas si chaque entrepreneur devrait cultiver ça. Moi, je suis pas un cavalier. Je suis pas quelqu'un qui fait cavalier seul dans la vie. C'est drôle, hein? Il y a quelques années, là, en 2018, j'avais une super bonne année. J'avais animé, entre autres, un show avec qui s'appelait Bootcamp, où on s'était rencontrés, d'ailleurs, au lancement là-bas. Puis j'avais fait de la radio. Puis je me suis retrouvé un peu à bout de souffle. Puis la première pause que j'ai eue, je me souviens, c'était pendant les fêtes. J'ai fait... j'ai beau travailler beaucoup, puis j'ai fait une belle année financière, puis c'est extraordinaire, mais je m'en vais où? Puis là, c'est comme si j'avais plus d'objectifs à long terme. J'avais beau fouiller, je n'étais pas capable, puis je me suis dit, mais dans ce cas-là, il va falloir que j'établisse mes fondations bien comme du monde, mes vraies valeurs, qu'est-ce qui me drive dans la vie, puis que mes décisions soient prises en conséquence avec ça. Puis dans ce qui est ressorti, ça a été, écoute, je me suis booké 3 jours dans un chalet, début janvier. Écoute, le 1er janvier, je suis parti. Ma blonde, regarde, elle connaît Bébite. Elle fait, regarde, vas-y, là, tu sais. Puis, je suis ressorti de là en réalisant que moi, dans la vie, là, j'ai un besoin de travailler en équipe. J'aime ça. J'ai besoin de faire partie de quelque chose qui est plus gros que juste moi. Fait que, pour moi, la valeur de travailler en équipe en entrepreneuriat, puis dans les brands, puis dans ce que je fais, est super importante. Mais peut-être que toi, c'est autre chose. Puis peut-être que quelqu'un d'autre, c'est autre chose. Moi, je me sens plus fort en gang. Puis c'est peut-être qu'il y a un côté où j'aime ça avoir l'opinion de gens de confiance autour de moi. Puis c'est une grande force que je trouve que j'ai. Un grand atout plutôt, c'est pas une force parce que ça vient pas de moi, mais je suis entouré de gens qui ne sont pas des yes man. Que ce soit au niveau de la famille ou de la job, c'est du monde qui n'ont pas peur de dire les vraies affaires.
Puis leur opinion, des fois, elle va être différente de la mienne, mais ça va me challenger. Fait qu'il y a quelque chose de cool dans ce concept-là. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être challengé dans tes positions? En quoi ça te stimule, toi? Bien, c'est que je trouve que ça peut nous permettre d'avancer pas mal plus loin, puis plus vite aussi, puis de ne pas rester juste dans un espèce de mode de pensée. On a tous des billets, on a tous des fois des patterns. Puis si tu es capable de sortir de ces patterns-là, puis de travailler intelligemment d'une autre façon, ça peut t'amener ailleurs. Puis moi, je suis un grand fan je pense qu'il faut que tu apprécies le processus souvent plus que tu apprécies le nanan, le prix à la fin. Puis des fois, il faut que tu vas le découvrir le chemin en le marchant. Mais c'est plus le fun de le marcher avec d'autres mondes qui peuvent t'amener dans d'autres sentiers. Fait que c'est un peu ça. Puis en même temps, j'ai ma vision, puis j'ai ma drive, puis j'ai tout ça. Fait que c'est une espèce de... Il faut jongler avec tout ça au quotidien. Fait que ça a l'air bien facile quand je t'en parle, mais il y a des journées où, on se challenge un petit peu plus, puis on pose des questions, puis, mais ultimement, moi, j'ai besoin de ça, travailler en équipe, puis d'avoir l'input, puis l'opinion de la personne avec qui je travaille. T'sais. Puis tu disais tantôt, l'équipe, c'est bon pour moi, c'est peut-être pas bon pour les autres. Moi, j'ai même une croyance plus forte. Moi, je me dis que c'est tout le temps l'équipe, dans le sens que c'est à la base de l'humanité. L'homme, c'est un animal grégaire. C'est un animal qui a compris il y a des centaines de milliers d'années que tout seul, pas de poils ou à peu près, là, pas paquet de muscles après ça. Là, on ne pouvait pas faire grand feu devant les mammouths puis les autres patentes. Mais regardons ça en gang, on pouvait bouffer à peu près n'importe quoi, puis on pouvait faire à peu près n'importe quoi. Puis je pense que ça, c'est resté. Puis des fois, il y a des gens qui me disent « Ouais, Serge, c'est pas vrai, c'est sport professionnel. Des fois, il y a du sport, c'est d'une performance individuelle. » Ben, je dis même là, c'est encore un travail d'équipe. Parce que le gars ou la fille qui joue au tennis tout seul, c'est jamais le fruit de son seul travail. Il y a un paquet de monde en arrière de lui qui le coach, qui l'entraîne, qui l'aide à bien se nourrir, à performer, à pratiquer, à améliorer ses coups de revers. Bref, c'est jamais le travail d'une seule personne. Et ça, je pense que tu l'incarnes bien naturellement, mais perds pas ça. Perds pas cette vision qui t'anime de faire équipe avec des gens parce que c'est le secret des grands. C'est le secret de toutes les grandes entreprises. C'est les gens qui ont été capables de s'entourer des meilleurs. Tu sais. Oui, t'es super fin, merci. Puis tu sais, t'as raison. Moi, c'est ça qui me fait triper aussi. Puis il y a un volet aussi où je t'avoue que j'ai eu des belles personnes sur mon chemin qui m'ont donné des opportunités, qui m'ont permis de monter. Puis grâce à qui aujourd'hui je m'épanouis, tu sais. Fait que si à l'inverse, je peux faire ça avec d'autres personnes, puis tu sais, comme être nourrissant pour d'autres aussi, moi, ça vient me nourrir à quelque part, moi, avec. Là. En tout cas, je peux te garantir, Étienne, qu'à soir, ça fait le cas. Ça fait un job pour un paquet de monde qui t'écoute. C'est clair qu'il y a des gens qui disent « Oh my God, je ne le connaissais pas, quel bon Jack. » Puis encore une fois, je suis convaincu que l'impression qu'ils vont avoir, c'est la même que j'ai quand je t'écoute ou quand je t'entends. C'est un gars simple, c'est un voisin, c'est mon chum, tu sais, c'est le gars d'à côté. C'est pas le prétentieux qui est au-dessus de tout le monde. C'est le vrai gars terre à terre, le vrai père de famille. Bref, c'est des belles valeurs que tu véhicules, puis c'est tout en ton honneur. Puis garde-les bien proches de toi dans ton discours. Moi, j'aime ça, l'entendre, ça me fait vibrer, ça sonne à la même fréquence que moi. Mais je trouve qu'il faut qu'on soit plus nombreux encore, Étienne, à en parler, à dire autour que la vraie vie, le vrai bonheur, c'est ça. C'est les relations qu'on entretient entre nous, c'est le vrai qu'on entretient entre nous, puis ce vrai-là qu'on multiplie autour. Ben, plus il y en a, plus c'est vrai, plus c'est fort, plus c'est nourrissant. Ben, tu as bien raison, je suis 100% d'accord. Étienne, qu'est-ce qui va être l'avenir d'Atypique? Là, on a vu les premiers produits décantés. Y a-t-il d'autres choses? C'est quoi la vision qu'Étienne a de cette entreprise-là dans les 3-5 prochaines années? Ben, en fait, on veut devenir la référence pour tout ce qui est produit sans alcool. Tu sais, là, c'est les prêts à boire. On avance d'autres idées. C'est pas juste des idées. Là, on est avancé sur pas mal d'autres affaires. Puis on veut sortir du Québec. Tu sais, je pense qu'on a honnêtement tout ce qu'il faut pour sortir du Québec, aller au Canada, puis penser encore plus loin que juste le Canada. Puis on est là-dedans. Puis tu sais, l'enjeu, c'est toujours de bien faire les choses. Tu sais, c'est grossir juste pour grossir, tu peux te planter pas à peu près là-dedans aussi. Fait que tu sais, on essaie de faire les choses correctement, puis en même temps, de perdre de temps. Tu sais.
Comment est ta marque personnelle en dehors du Québec? Étienne, tu es très connu au Québec, en tout cas pas mal plus que la moyenne des gens. Mais en dehors du Québec, comment se porte ta marque? Puis est-ce qu'elle va être suffisante, ta marque personnelle, pour te donner le coup de pouce ou le coup d'envoi nécessaire pour qu'Atypique puisse prendre son envolée? Je pense pas qu'elle va être assez forte, pour être honnête. Je pense que ça fait, froidement, là, ça fait 8 ans que j'ai pris ma retraite du football canadien. Il y a 8, 9, 10 ans, peut-être que j'aurais pu avoir un nom qui aurait pu aider à rayonner en dehors du Québec. J'ai l'impression que c'est plus le cas. Ce qui fait que ce qu'on est après à établir au Québec, puis le succès initial qu'on connaît présentement, va parler pour beaucoup dans ce qu'on veut faire avec la suite. Le partenariat avec Sobase devient bien intéressant aussi à ce niveau-là parce que eux autres, ils voient le rayonnement puis le succès, puis ils ont les chiffres comme nous autres. Puis, fait que ça va nous aider pour la suite. Mais Étienne, en dehors du Québec, je pense pas. Mais par contre, ça part, ce produit-là, de mon histoire quand même. Puis, que je sois moins connu en dehors du Québec ou pas, je pense que c'est une histoire qui rejoint quand même les gens. Puis des gens qui veulent diminuer leur consommation d'alcool, des femmes enceintes, des gens qui ont des enjeux de santé qui doivent arrêter de boire. Il y en a malheureusement en dehors du Québec aussi. Fait qu'à ce moment-là, c'est juste de s'y prendre autrement pour rayonner. T'sais. J'ai des questions qui m'apparaissent pendant qu'on jase. Il y a des gens qui ont des questions. Anthony, mes flashs. Est-ce que tu as dans tes stratégies de commercialisation en dehors du Québec l'intention d'utiliser des influenceurs, des vedettes de foot dans ton réseau qui pourraient devenir des porte-étendards ou des porte-paroles de la marque en dehors du Québec? Ben moi, le marketing d'influence, j'y crois. J'y crois beaucoup. Je trouve ça super intéressant. Puis aussi, tout le marketing web, en fait, en termes de, si on pense juste en termes de data, à quel point c'est intéressant pour chaque sou que tu mets, tu peux vraiment cibler à quel endroit, quelle démographie, quelle région, quelle écoute. Il y a une panoplie de trucs. Puis ensuite de ça, tu peux voir les résultats en temps réel, savoir si ça a fonctionné. C'est moins un espèce de coup d'épée dans l'eau où c'est beaucoup plus précis. Fait que oui, je pense que ça va passer par là. Je pense que ça va passer par que ce soit des athlètes de foot ou pas des athlètes pantoute, mais des personnalités qui ont eu, comme moi, une espèce de cheminement, qui se sont remis sur la map, dépendance ou pas, je pense que ça va passer par là, oui. Tu as touché un bon point, dépendance ou pas. C'est peut-être aussi une suggestion, là, mais d'essayer de trouver un athlète canadien connu dans un sport similaire au tien, ou si ce n'est pas le tien carrément, un joueur de foot, qui a eu un parcours similaire, qui aurait envie de partager son histoire à lui qui ressemble à la tienne. Ouais. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le sens que ce qui t'est arrivé, c'est pas unique à toi. Là, c'est probablement que ça frappe plus qu'on pense, même dans le sport professionnel. Il y a peut-être du chemin à faire dans cette piste-là. Il y a autre affaire qui me passe par la tête aussi. As-tu pensé à jaser avec des gens qui l'ont réussi? C'est-à-dire qui ont réussi le passage d'une marque québécoise connue, appréciée, à je m'en vais dans le Canada anglais, puis je décante ma marque qui n'est pas connue, puis réussi à la percer. As-tu eu à jaser avec des entrepreneurs qui l'ont fait? J'ai pas encore eu la chance de le faire. Je t'avoue qu'il y a une entreprise québécoise que Jonathan puis moi, on observe beaucoup, puis pour laquelle on a beaucoup d'admiration, puis c'est Gourou, qui, eux, sont rentrés au Québec alors que Red Bull avait le marché total. Après ça, il y a eu Monster, puis il y a tout ça, puis ils sont arrivés avec une offre différente, puis encore une fois, un petit peu plus santé et produit de qualité. Tu sais, fait qu'ils n'ont pas négocié sur la qualité du produit, puis ils ont été capables puis là, sont rendus publics depuis quelques mois, peut-être près d'un an, connaissent un beau succès. Fait que cette espèce de... Tu sais, on les regarde là, présentement, ils tapent la trail pour tout ce qui est expansion d'un produit liquide en dehors du Québec. Fait que ça, c'est une entreprise que je regarde. J'aimerais bien ça avoir la chance de leur jaser, mais ça ne peut pas arriver encore. Ben écoute, je vais essayer de t'aider. Je connais, j'ai des entrées, disons, au président. Fait que j'essaierai de te mettre en contact avec pour un petit cocktail ou un petit mocktail. Ouais. Même affaire avec un autre entrepreneur que tu connais et qui t'apprécie certainement et t'admire aussi. Je suis convaincu, c'est Dominic Brown qui lui aussi a réussi à sortir une brand très connue au Québec, très appréciée au Québec. Puis
puis de faire sa place dans un marché qui n'était pas connu du tout, même avec un nom qui est demeuré francophone, Chocolat Favori. Chocolat Favori. Dans ton cas atypique, ça va rester aussi un nom, un brand qui marche dans les deux langues. Là. Je présume que ça avait été pensé au départ? Ben en fait, tu sais, oui, on voulait quelque chose atypique, la traduction exacte, c'est typical, mais atypique, ça se dit. Mais effectivement, on avait déjà en planchant tout ça des grandes ambitions. Fait qu'on n'avait pas le choix de penser à deux, mais tu as raison, c'est impressionnant. Dominic Brown, Chocolat Favori, sortir du Québec avec Chocolat Favori, il faut que ton produit soit bon en tabarouette. T'sais. Parce que des fois, on va se le dire, en français au Canada, on part avec une petite longueur de retard. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est dans l'histoire de Dominique, bien que le produit, ce n'est pas du tout la même catégorie, mais ça reste le même partenaire qui l'a aidé aussi. Là. Si mon souvenir est bon, IGA a été sa première chaîne de distribution exclusive aussi. Donc, même genre de deal, même genre de chemin. Si ça t'intéresse, je te mettrai ici en contact avec Dominique, un ami à moi. Alors, ça fera plaisir de te trouver des liens qui te permettront de t'inspirer, comme un peu comme tu le fais ce soir. Il y a des gens qui nous écoutent, puis ils ont un lien avec toi ce soir. Ils t'ont eu dans leur salon pendant 1 heure de temps. Ils t'ont entendu raconter tes vraies affaires. Ben, ce lien privilégié-là, des fois, c'est une idée, une étincelle qui est allumée à soir puis qui va brûler pendant 2-3 semaines, 2-3 mois, 2-3 ans. Ouais. Dans certains cas, 2-3 décennies. Puis ben, ça aura allumé ensemble un 10 février 2021. Étienne, j'aimerais ça savoir comment tu fais pour continuer à t'inspirer. Là, je te parle de 2 gars là, qui pourraient peut-être te donner un coup de main, là, mais comment tu fais, toi, pour te garder inspiré, motivé sur une base quotidienne là, dans la vie en général? Es-tu un gars qui lit, qui s'intéresse à des biographies ou j'ai une autre façon pour toi te nourrir? J'aime beaucoup la lecture, là, comme tu peux le voir en arrière. Mais le temps me manque un petit peu ces temps-ci. Mais là, je viens de finir d'ailleurs une biographie sur les Churchill puis les Kennedy qui s'appelle When Lions Roar. C'est un livre en anglais, mais c'est fascinant. Puis ça suit à peu près 3 générations de Churchill puis de Kennedy qui sont entremêlées, évidemment, par les relations d'affaires qu'ils entretenaient. Puis ça a été absolument fascinant, mais j'adore la lecture. Puis depuis que j'ai recommencé à lire il y a quelques années, puis j'en ai en ligne beaucoup, là, j'aime vraiment ça. Ça me challenge, ça m'amène à plein de places. Puis des fois, c'est des biographies, des fois, c'est des livres un petit peu plus concrets. Là, comme là, récemment, j'ai commencé un livre en anglais sur c'est les liens entre le monde de l'astrophysique et le monde militaire. Puis là, je t'avoue que je suis à mi-chemin dans ce livre-là. Je pense avoir été un peu ambitieux. C'est peut-être à un niveau un petit peu trop élevé pour mes connaissances en astrophysique. Mais bref, peu importe, il y a toujours quelque chose dans un livre que je pige à quelque part, puis qui va me parler, puis que je vais pouvoir appliquer ou qui va me challenger par rapport à ma réalité. Puis pour revenir à ta question, sinon, là, comment je fais pour me motiver? C'est qu'à un moment donné, il faut que tu réalises que ta motivation d'une journée à l'autre, elle va varier. Il y a des journées, tu vas être moins dedans. Il y a des journées, tu vas être tout feu, tout flamme. Puis quand tu es moins dedans, ben c'est là où ta discipline, puis ton éthique de travail, puis ta routine, elle embarque pour venir compenser. Puis ce qui va t'aider aussi à compenser, ben, je le répète, c'est ton équipe autour de toi. C'est ton entourage. Parce qu'à un moment donné, si tu te fies juste sur ta motivation, tu ne te rendras pas là. Ah, puis c'est bon aussi, Étienne, parce que ça me rappelle une idée. Je donnais une conférence un jour, puis je disais à quel point c'est important de se commettre publiquement, ouvertement aux autres autour, à ton équipe, puis partager tes engagements. Puis je donnais comme exemple, tu sais, si tu t'entraînes tout seul, là, tu dis, ben moi, je vais courir tous les matins 5 km, là, puis ça commence demain matin. Là. Ben, des fois, il y a des matins, ça ne te tentera pas de courir. Puis si tu es tout seul, ben, tu vas te donner un break. Tu vas dire, c'est-tu quoi, matin, ça ne me tente pas, je reste dans mon lit. Mais prends l'engagement avec une personne. Par exemple, ton voisin ou ta voisine. Puis tu dis, hey, on court, on se rejoint sur le coin de rue, tous les matins à 6 heures, on court 5 km ensemble, on prend cet engagement l'un envers l'autre. C'est clair que tu viens de quintupler tes chances de tenir ton engagement parce que le matin que ça ne te tente pas, tu dis, shit, je ne peux pas ne pas y aller. Elle s'est levée. Elle laisser tout seul, sinon c'est ça. Exact, je ne peux pas faire ça à ma chum. Puis ta chum, elle a la même idée. Elle dit, je ne peux pas rester chez moi le matin. Étienne va m'attendre. Shit, il faut que j'y aille pareil. Le simple fait de s'engager auprès de quelqu'un, donc former une équipe avec quelqu'un, prendre un engagement dans l'équipe, ça augmente tes chances de tenir ton engagement puis de performer par 5, par 10, je n'ai pas de chiffre, là, mais par un grand multiple, ça, c'est clair. 100%.
Étienne, écoute, je vois le temps. Je t'avais demandé 1 heure, puis moi, j'aurais passé 2 heures, puis 3 heures à jaser avec toi. Puis, mais il faut s'en tenir aussi à une discipline. Puis tenir nos promesses aussi auprès de notre auditoire, qui eux autres ont consacré ou décidé de prendre 1 heure à soir. Puis on dit à la femme ou au chum, laisse-moi tranquille pendant 1 heure, occupe-toi des enfants, je m'en vais écouter Beauchemin puis Étienne Boulay. Alors, c'est fait. On a eu notre heure ensemble. Je rappelle aux gens que si vous êtes arrivés dans le milieu, ben, vous allez pouvoir écouter ça. Ça va être en rediffusion sur aliasentrepreneur.com. S'il y a des gens qui aiment écouter des podcasts, ben, la bande audio va être distribuée aussi sur les podcasts d'Alias Entrepreneur. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au balado d'Alias Entrepreneur. C'est gratis. Tous nos contenus sont gratuits. Notre raison d'être, nous, c'est de stimuler les entrepreneurs du Québec, leur donner le goût de réussir, de se battre, de passer leur entreprise au prochain niveau. C'est pour ça qu'on travaille tous les jours. C'est pour ça qu'on crée des idées audacieuses, qu'on crée des contenus comme ça, qu'on invite des gens à parler d'affaires qu'on ne voit pas tout le temps, des gens des fois moins connus dans le domaine des entrepreneurs. Donc, ce soir, il y a des gens qui ne savaient pas qu'Étienne Boulay faisait de la business. Ben, moi, je suis content qu'à ce soir, non seulement ils ont entendu qu'Étienne fait de la business, mais surtout qu'Étienne fait de la maudite belle business avec des très belles valeurs. Puis ben ça me rend bien fier de voir que des entreprises comme ça explosent, ont des beaux succès localement, puis qui convoitent maintenant des succès nationaux et peut-être même un jour international, qui sait. Alors, Étienne Boulay, un énorme merci d'avoir été avec nous ce soir. Ben, je te remercie, Serge. Bravo pour ce que tu fais, puis merci de permettre à du monde comme moi de venir jaser nos affaires. C'est bien, bien apprécié. Cool. Écoutez, les autres, ceux qui sont là ce soir, ben, on vous invite, comme je disais tantôt, à écrire des petits commentaires. Rappelez-vous, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus il y a de gens, de mes 64 000 abonnés qui vont voir le contenu. Moi, je retiens toujours que quelqu'un qui crie follow, qui clique follow sur Facebook, c'est parce qu'il veut le voir, le contenu. Puis Facebook, il ne te l'envoie pas. Fait que si vous ne faites pas de like, puis vous ne faites pas de commentaires, il y a un paquet de gens qui ne voient pas le commentaire. Puis c'est pas parce qu'ils ne veulent pas le voir. Facebook ne veut pas le montrer. Mais quand on fait plein de likes, il le montre. Alors, faites des likes, faites des commentaires sur les vidéos de Alias, et particulièrement cette vidéo-là ce soir. Je vous invite la semaine prochaine, mercredi soir prochain. Je t'invite aussi, Étienne, tu vas avoir un méchant bonhomme la semaine prochaine. 19h30, même soir, mercredi soir, on a Ray Junior Courtemanche, un self-made man, multimillionnaire, très, très prospère dans le domaine de l'immobilier. C'est un gars qui a un succès assez important. C'est un gars qui a racheté les terrains de l'ancienne usine là, à Mirabel, si je me souviens bien, là, l'usine automobile qui a fermé. Il a tout racheté ça. Il a converti ça en projet immobilier. C'est tout un bonhomme, tout un flyiste aussi. Un battant, un créatif, un audacieux, un self-made man, donc une personne qui s'est construite à partir de rien ou à peu près. Et aujourd'hui, pilote de très gros projets et même des voitures de course. Alors, Ray Junior Courtemanche, mon invité mercredi soir prochain, 19h30. Je t'invite, Étienne, je vous invite tous, parlez-en à vos amis. Si vous aimez la formule, faites du bruit avec la formule pour qu'on soit plusieurs centaines, voire des milliers à profiter de ces partages qu'on se fait entre nous entrepreneurs du Québec, pour une économie plus forte, plus saine, plus dynamique pour nos enfants et l'avenir de notre société. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. On se revoit mercredi prochain, 19h30 sur aliasentrepreneur.com. Ciao.